Nouvelle édition d'information sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et vous faites bien de nous rejoindre. Harcèlement sexuel en milieu scolaire, le phénomène prend de l'ampleur au Bénin. Dans cette édition, vous suivrez ces manifestations et les actions juridiques qu'implique ce fléau. Et puis en interactualité, 90 élèves d'une même école en zone anglophone au Cameroun ont été enlevés puis libérés 5 jours dans ce même pays après 2 enlèvements distincts, bien évidemment, des actions sans précédent dans un pays où les régions anglophones sont en proie au conflit armé depuis plus d'1 an. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour suivre l'actualité sur Eden Télévision. Les audiences publiques devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale ont démarré et les différents corps constitués passent pour faire leurs observations aux députés. Ce jeudi, c'est le groupe de fiscalité du secteur privé que préside Serge Prince-Agbodjan qui a été entendu par les députés en commission budgétaire. Le groupe de fiscalité du secteur privé a fait des observations inhérentes à la création d'impôts dans la loi de finances actuelle. Vous suivrez dans la suite de cette édition, bien évidemment, cet élément de Serge Prince-Agbodjan. Et je vous en parlais tout à l'heure au sommaire, plusieurs enfants subissent dans les lieux éducatifs plusieurs formes de harcèlement. Le plus répandu est le harcèlement sexuel. Filles et garçons, tous atteints dans leur dignité, abandonnent parfois les cours. Le corps enseignant n'en est pas pour autant épargné. La thématique du harcèlement sexuel préoccupe plus d'un et nécessite une action juridique, je vous en parlais tantôt, pour comprendre maintenant comment élèves et enseignants côtoient ce fléau. Dans les lieux d'enseignement au Bénin, eh bien, une équipe de la rédaction d'Eden Télévision et Diaspora FM est allée se convaincre du phénomène du harcèlement sexuel. En voici le reportage. Le harcèlement en milieu scolaire, moins visible que les violences parocystiques, comme les bagarres, les atteintes aux personnes, dégrade de manière insidieuse et durable le climat scolaire. Le cas le plus remarquable est le harcèlement sexuel en milieu scolaire, dont au moins 1 sur 10 apprenants seraient victimes. Je ne l'ai pas personnellement vécu, mais j'en ai entendu parler. Quand j'étais en 4e à Abomey-Calavi, j'ai été victime de l'harcèlement sexuel. Non, je n'ai jamais harcelé une fille. Et si je l'ai fait, ce sera dans le but de l'amusement. Les expériences vécues varient selon les conditions. Le professeur, quand je viens au cours, il m'appelle, il me parle, il dit des trucs. Moi, je lui ai dit qu'il est âgé plus que moi. Il peut être mon père. Et quand il amène à me harceler au cours. Donc quand on fait des interros, même si je travaille là, il me donne des notes minables. Donc je suis partie me dénoncer à l'administration. Donc ils l'ont appelé et puis ils l'ont envoyé de l'établissement. Une voisine qui avait resté à côté de moi. Donc il y avait un enseignant qui cherche la voisine. Bon, la voisine ne cède pas ça. Bon, moi j'ai subi des cobayes. Parce que l'enseignant pense que je sors avec la fille. Une de mes camarades a été victime de cela. Et en première. Donc on la harcèle tout le temps. Et quand on est en classe, le professeur quand il est là-bas, la fille s'assied. C'était pas une chute longue. Donc le professeur regarde au-dessous de sa jupe. Malheureusement, elle est tombée enceinte. Je ne sais pas de qui, mais elle est tombée enceinte. Donc elle a laissé l'école pour le moment. D'après ces témoignages, la question est de savoir quelles seraient les raisons qui amènent quelqu'un à harceler. C'est la non-maîtrise de son humeur. La non-maîtrise de soi. Être possessif. Et dans ce cas précis, quel va être le mode de vie réservé à ces victimes? Elle peut être traumatisée et gênée. Bon, elle ne pourra plus continuer ses études. Elle sera tout le temps préoccupée par les propos des hommes envers elle. Pour éradiquer le fléau, élèves et enseignants proposent ceci. Si les enseignants se respectent et qu'ils n'harcèlent pas les enfants, alors il n'y aura pas de problème. Et si les enfants aussi ne provoquent pas les enseignants, on n'aura pas d'harcèlement non plus. Et si les parents aussi peuvent discuter de la sexualité avec les enfants et ne pas prendre la sexualité comme un sujet tabou, vraiment, il n'y aura pas d'harcèlement et les filles pourront continuer les études. Il faut observer une discipline vestimentaire d'abord. La présence du parent à la maison et le dialogue de la chose même avec les enfants majeurs.
là je pense que ça peut régler le problème. En dehors de ces règles, l'État devra prendre des résolutions au plan juridique et les appliquer pour assurer un avenir meilleur à ceux ou celles qui vivent ce fardeau émotionnel, psychologique ou autre genre. Et nous quittons ainsi le cadre éducatif pour nous intéresser maintenant à la politique. Les audiences publiques devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale ont démarré et les différents corps constitués font leurs observations aux députés. Ce jeudi, c'est le groupe de fiscalité du secteur privé que préside Serge Prince Agbodjan qui a été entendu par les députés en commission budgétaire. Le groupe de fiscalité du secteur privé a fait des observations inhérentes à la création des impôts dans la loi de finances actuelle. Suivant à présent le président, du groupe de fiscalité, Serge Prince Agbodjan, au micro de Amen Didier. On peut nous dire. Le projet actuel, nous avons 2 nouvelles taxes qui sont venues, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport et la taxe sur le séjour, sur les séjours. Alors, la taxe sur les séjours, c'est une suppression de la taxe sur les nuitées. Donc nous avons attiré l'attention des députés sur cette volonté de toujours créer des taxes. Pourquoi? Il est connu dans toutes les études sur la fiscalité que lorsque vous en créez beaucoup, vous tuez l'impôt. Et ça a été déjà dit dans les règles de base que nous connaissons, que trop d'impôts tue l'impôt. Il serait mieux pour l'État de trouver une autre possibilité de trouver les recettes que de créer des impôts. Parce qu'il y a des impôts qui sont vraiment à faible rendement, qui n'apportent absolument pas un intérêt dans les recettes de l'État. Nous avons lu dans leur rapport qu'ils ont présenté aux députés pour conforter la loi de finances, par exemple, en ce qui concerne la taxe sur les séjours, que le gain attendu pour cette taxe, c'est 300 millions. S'il faut chercher 300 millions et faire dépenser beaucoup plus d'argent pour avoir comme résultat 300 millions, il vaut mieux réfléchir autrement. Parce que pour aller prendre 300 millions, vous voyez déjà l'ambiance que cette taxe-là a donnée. Certains en rient. Nous avons souhaité que l'État organise mieux la chose en procédant à une politique réelle de l'élargissement de l'assiette. C'est-à-dire, si les quelques peu d'impôts que nous avons, tout le monde y contribue, on aura les mêmes recettes que de créer des taxes à chaque fois. Restons toujours avec le groupe de fiscalité du secteur privé qui a également fait remarquer des avancées et améliorations dans certains domaines. Il s'agit entre autres de l'allègement fiscal aux petites entreprises et le cas de la taxe sur l'affirmation du domaine. Suivant les explications du président Serge Prince Agbodjan. L'année dernière, on a discuté, on leur a dit que ce n'est pas faisable. On ne peut pas demander aux petites entreprises d'avoir comme un minimum d'impôts à payer 400 000. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas possible. On a discuté à l'Assemblée. On a fait les plaidoyers, on leur a dit que ça n'est pas pratique. L'entreprise, il a caillé combien pour que le minimum, lorsqu'il commence, il va déjà payer 400 000. Donc les entreprises qui sont petites ne pouvaient pas vivre cela. On a dit ça. Malgré ça, ils l'ont mis dans la loi de finances de cette année et c'est applicable. C'est tellement qu'ils ont vu que c'est complètement inopérant et ils ont souhaité revenir à ce qu'on avait dit qui était de 150 000. Donc ce n'est pas une avancée pour nous, c'est une régularisation. Une régularisation d'une situation. Celui qui constitue une avancée pour nous que nous avons dit, c'est la modification des frais de délivrance du foncier. Vous savez qu'au niveau de la population en général, même des entreprises, lorsque vous achetez un terrain et que vous voulez l'affirmer, l'affirmation c'est une procédure qui permet à la convention d'avoir une force authentique au niveau de la mairie. Cette affirmation, les mairies prennent les pourcentages qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu vas à Porte-Nouveau, ils regardent la tête du client et ils te donnent ce qu'il te faut. Ainsi, certains prennent 4%, certains prennent 6%, certains prennent... Et au niveau des entreprises, c'est encore plus difficile, surtout les entreprises qui sont dans les GSM, dans les communes. Le législateur a décidé
de le ramener à 1% du prix d'acquisition pour tout le monde. Donc désormais, pour assumer votre convention, que vous soyez en entreprise, que vous soyez privé, n'importe où, la mairie ne peut pas faire de spéculation. C'est 1% de votre convention de vente. Mais en mettant cela, ils n'ont pas mis des précisions pour que les mairies ne trouvent pas de porte de sortie. Nous avons fait des propositions précises pour dire ici, écrivez telle chose, et là-bas, écrivez telle chose. Et à la fin, dites que les mairies n'ont pas la possibilité de créer d'autres tasses en matière foncière de manière claire. De l'actualité, toujours sur Eden Télévision, le député Atao Mohamed Renouho a été condamné à 6 ans de prison et 3 millions de francs CFA pour dommages et pour fraude douanière et bien évidemment pour rébellion contre force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Faut-il le rappeler, le parti Réseau Atao, dont il est le président, a rejoint il y a quelques semaines le bloc républicain, un des blocs du président de la République. Quels impacts auront bien évidemment ce verdict au plan politique et puis pour comprendre justement la réponse à cette question, quelques acteurs politiques se prononcent au micro de Aristide Setting que je vous invite à suivre. En ensemble, je note que sur le plan politique actuellement, il n'aura pas beaucoup d'influence, même si le député est du bloc de la majorité présidentielle. Il est élu député dans la 15e circonscription. Dans la 15e circonscription, c'est qu'en dehors de son parti, il y a le PRD qui est un peu influent dans la zone. Le PRD qui se retrouve dans le même bloc que lui. Je ne vois pas trop l'influence, sauf s'il était dans un bloc de l'opposition. S'il était dans un bloc de l'opposition, il pourrait avoir une plus-value politique qu'il allait gagner. Mais lui-même ayant rejoint la mouvance présidentielle, étant dans un bloc où un autre parti de la mouvance est influent dans cette région, je ne vois pas trop l'impact politique ou bien les conséquences politiques que ça peut générer sur sa famille politique et sur la majorité présidentielle en général. Nous devons faire la part des choses entre l'aspect politique et l'aspect pénal de la décision. Nul n'est au-dessus de la loi et le droit doit pouvoir nous s'appliquer à tout le monde. Donc si vous tombez en faute vis-à-vis de la loi, il faut qu'on vous applique la loi, peu importe votre statut politique. Des militants qui vont vouloir peut-être prendre cette décision comme étant une sanction envers le leader seront en déphasage avec les textes de la République. Parce que je suis député, ministre de la République, il va me permettre de marcher sur les textes de la République. La loi a un caractère impersonnel et général et s'applique à tous. Et donc, politiquement, je ne pense pas que ça puisse agir sur la réforme en cours. Déjà que le parti Réseau Atao a su faire la démarcation entre la sanction pénale impliquée à leur leader et leur engagement politique, c'est déjà heureux. Moi, je dirais que pour apprécier l'impact que ce verdict a sur le plan politique, il faut commencer d'abord par voir la position politique de Atao. Aujourd'hui, Atao est avec la mouvance présidentielle, il est avec le pouvoir en place, et l'on se demanderait est-ce que la Cour allait donner un tel verdict. Et donc, ça montre d'abord que être de la mouvance présidentielle n'est pas une couverture pour ne pas être jugé conformément à la loi. Et l'impact que ça pourrait avoir, c'est que tous ceux qui sont aujourd'hui de la mouvance, tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, doivent avoir à l'esprit la responsabilisation et l'idée qu'un jour leur responsabilité pourrait être mise en cause plutôt s'ils sont fautifs. Ça pourrait dire également à tous les acteurs politiques et autres, ceux qui sont de la mouvance, que ça pourrait venir un jour vers eux. Donc c'est un signal fort pour dire que ce qui se fait, ça ne se fait pas parce que l'on est de la mouvance ou de l'opposition, mais parce que on est en droit de redresser les citoyens, de donner le sens, le civisme à chaque citoyen. Donc pour moi, l'impact que ça pourrait avoir, c'est que ça va amener les acteurs politiques à
savoir que, quel que soit le camp, si vous êtes fautif, vous aurez jugé conformément à la loi. À l'instant, les impacts du verdict de l'affaire Atao sur le landerneau politique béninois. Dans la suite de cette édition d'information, l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, face aux enjeux du numérique. Le festival Make Africa 2018 s'est ouvert ce jeudi 8 novembre 2018. C'est une rencontre de l'innovation technique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de la ministre de l'économie numérique à l'Institut français de Cotonou. Les détails avec Horacia Diodi et Denis Marouya. Africa 2018 est le premier festival de l'innovation technologique organisé au Bénin. Il réunit des participants venus du Bénin, des pays de la sous-région et de la France autour du thème « Éduquer, former et innover avec le numérique ». Une rencontre au cours de laquelle sera lancé officiellement le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, en abrégé REFAO. Cet événement, en fait, Make Africa, que nous avons voulu organiser et parallèlement lancer officiellement ce réseau, vise essentiellement, en fait, à démocratiser la technologie. J'aime bien cette expression, démocratiser la technologie, la rendre vraiment accessible à toutes les personnes. J'ai l'habitude de dire qu'au Bleu Lab, les personnes qui nous intéressent le plus, ce sont celles qui n'ont pas eu à faire ou à apprendre un métier lié au numérique. Donc vous avez des agriculteurs, vous avez des géographes, des cartographes, vous avez des journalistes qui s'intéressent à la chose numérique. C'est un peu la particularité des espaces de cette ILE spécifique. Le REFAO est constitué d'une dizaine Fab Labs, des laboratoires de fabrication numérique. Il vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres développer des programmes de formation et de valorisation des compétences numériques, encourager l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique. Une initiative soutenue par l'ambassade de France au Bénin. Ce réseau va se doter des statuts appropriés en assemblée générale ainsi que d'un programme de travail annuel. Comme vous le savez, le soutien à l'innovation et au numérique en Afrique est une priorité de l'action de la France exprimée par notre président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou l'année dernière. Et pour cela, il y a des opportunités nouvelles qui s'ouvrent. Cet événement cadre avec les ambitions du gouvernement du Bénin en matière du numérique, dira Aurélie Adamsoulé Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication. L'événement Make Africa s'inscrit en fait dans ce que le gouvernement béninois et l'ensemble des gouvernements africains veulent aujourd'hui. C'est cette Afrique numérique, cette Afrique qui réalise des choses, qui fait des choses, qui fabrique. Et donc, vous comprenez que le réseau des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest, nous regardons cela d'un œil bienveillant, avec un vif intérêt. Le festival Make Africa va durer 3 jours à l'Institut français de Cotonou. Au menu, des conférences, des ateliers de découverte et de formation, des présentations et des stands de démonstration autour des thèmes de la créativité, de la fabrication et des cultures. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, 90 élèves d'une même école en zone anglophone ont été enlevés puis libérés en 5 jours au Cameroun après 2 enlèvements distincts qui ont eu lieu dans le collège presbytérien de Nkwen à Bamenda, capitale régionale du nord-ouest du Cameroun. Des actions sans précédent dans ce pays où les régions anglophones sont en proie à un conflit armé depuis 1 an. Le déroulé des événements, des 2 enlèvements et l'identité des ravisseurs restent jusqu'ici bien flous. Toujours en images, plus de 400 buffles sont morts, noyés dans la rivière Chobé, dans le nord du Botswana, sur la frontière avec la Namibie. Après avoir été pourchassés par une horde de lions, a indiqué, bien évidemment, le ministère botswanais de l'Environnement. Selon les autorités des 2 pays, un troupeau exceptionnellement grand de buffles passait en Namibie quand, pris de panique, les animaux, se sont précipités dans la rivière Chobé, a indiqué un communiqué du ministère publié ce mercredi soir. Mesdames, Messieurs, avant de mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, je vous invite à table. À table, non pas pour manger, mais pour apprécier de la bonne bière. Enfin,
pour ceux qui en sont férus. Bien noir à grains, torréfié, surmonté d'une épaisse mousse crémeuse, servie dans un verre orné d'une harpe celtique. Eh bien, une boisson emblématique de l'Irlande dans le monde et dans le monde entier pourrait voir sa fabrication perturbée par le Brexit. Pour vous en convaincre, voici le reportage. Une riche teinte brune et une épaisse mousse crémeuse. La Guinness fait la réputation de l'Irlande dans le monde entier. Depuis 1778, elle est élaborée ici à la brasserie St. James dans le centre de Dublin. De là, chaque jour, des camions-citernes partent à Belfast en Irlande du Nord. Le champagne irlandais y est conditionné avant de revenir dans la capitale irlandaise pour être exporté. Avec le Brexit, la possibilité de nouveaux contrôles aux frontières inquiète les professionnels. En moyenne, notre industrie, c'est 23 000 mouvements de camions par an, donc chaque retard, même d'une heure, se traduirait par un surcoût de 100 € par camion pour l'industrie. Guinness appartient au géant mondial des boissons Diageo. Avec ses 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, l'entreprise estime peser assez lourd pour faire face aux coûts. Mais selon le représentant de l'association du fret irlandais, Diageo se préparerait à déplacer certaines activités de Belfast vers la République d'Irlande en cas de Brexit difficile. En l'absence d'accord, des axes comme celui-ci, l'autoroute entre Dublin et Belfast, pourraient être ralentis par des contrôles. Et ce sont les consommateurs qui feraient les frais d'une possible augmentation des coûts de production. C'est ce que redoute le gérant de ce pub nord-irlandais situé à une centaine de mètres de la frontière où la Guinness coule à flot. C'est déjà assez difficile de faire venir des clients ici en ce moment. Si le coût grimpait et que je vendais une pinte 10 centimes plus cher, j'en entendrais parler pendant 3 ou 4 semaines avant que les clients l'acceptent. John n'est pas le seul à s'inquiéter. Des centaines de petites entreprises en Irlande qui fournissent les matières premières essentielles à la fabrication de la Guinness ne se posaient pas jusqu'à présent la question du passage de la frontière. Et c'est sur ce dernier élément de l'agence France Presse qui offre une belle part de publicité à différentes marques de boissons internationales que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments à suivre nos programmes.